Je voulais juste parler un peu des origines du système géodésique de longitude et de latitude, dans lequel nous nous trouvons. Plus précisément, je réfléchissais exactement à la façon dont il déterminait les lignes de longitude et de latitude qui délimitent le globe. Bien sûr, cela s'applique à la nature sphérique du globe, et je crois que nous l'avons compris, ainsi que ses implications. Première question, ont-ils utilisé les étoiles pour mesurer la Terre ? Les déterminations astronomiques de latitude et de longitude étaient utilisées pour mesurer la Terre en observant les étoiles. En observant la position des étoiles dans le ciel, les astronomes peuvent déterminer la latitude et la longitude d'un endroit spécifique sur Terre. Cette méthode repose sur le fait que les positions des étoiles sont fixes les unes par rapport aux autres, permettant aux astronomes d'établir un référentiel pour mesurer les coordonnées terrestres. Cependant, je pense qu'il est important de poser la question: pourquoi faisons-nous référence à quelque chose dans le ciel pour déterminer la forme de la Terre en premier lieu ? Ne semble-t-il pas possible de mesurer et de marquer des lignes de longitude et de latitude en se basant uniquement sur le terrain et la topographie ? Comment aurions-nous besoin d'invoquer un alignement ou une symétrie par rapport à la précession céleste ? Je sais que c'est une pratique courante en levée géodésique de faire des corrections en fonction de la sphère céleste, et cela m'a aussi paru très étrange. J'ai donc décidé de m'intéresser de près à l'origine du système de longitude et de latitude dont nous dépendons sans même y penser aujourd'hui. Prenons un moment pour explorer l'histoire mainstream des origines de la latitude et de la longitude. Quand la latitude et la longitude ont-elles été inventées ? La latitude a été découverte vers 600 avant Jésus-Christ, selon Wikipédia, et la longitude vers 1736. Connaître la latitude et la longitude permet de savoir facilement où vous vous trouvez sur la Terre, car vous êtes dans un système de coordonnées géodésiques, c'est-à-dire une détermination par longitude et latitude. Mais les déterminer n'a pas toujours été aussi simple qu'aujourd'hui. La latitude est techniquement plus facile à déterminer, car elle a une corrélation directe avec le Soleil et les étoiles. Les Polynésiens, les Phéniciens et de nombreux autres groupes de marins anciens calculaient tous la latitude et l'utilisaient de la même manière. Juste pour interrompre brièvement notre monologue historique ici, juste pour considérer. Il semble que beaucoup de gens familiers avec la latitude l'utilisaient efficacement. Mais il me semble également que personne n'avait un réel besoin spécifique de longitude jusqu'à très récemment, ce qui est très étrange. Et cela soulève plus de questions qu'il n'en répond. Parce que si vous recherchez l'historicité de la longitude sur Wikipédia, vous tombez sur un grec nommé Hipparque, qui a inventé le concept de longitude 2000 ans avant que quiconque en ait besoin pour quelque raison que ce soit. Il a donc développé le concept de longitude 2000 ans avant que le premier homme n'en ait besoin. Cela semble étrange. Il y a également plein de détails sur ces découvertes d'autres aspects fondamentaux de l'héliocentricité, comme la précession, le suivi des éclipses, la trigonométrie sphérique entièrement. Il semble donc que nous soyons dans une situation similaire à celle de la personne qui a inventé le globe en 150 ans avant Jésus-Christ, avant que quiconque n'en fabrique un ou n'y fasse référence de quelque manière que ce soit, 1000 ans plus tard. C'est un peu suspect, mais nous pouvons laisser cette enquête et ce sujet pour un autre jour. Revenons à notre bref intermède historique. Si vous savez où se trouve le Soleil à midi ou si vous savez où se trouve Polaris, l'étoile polaire, vous pouvez généralement déterminer votre latitude. En effet, Polaris a spécifiquement une relation directe entre l'angle d'élévation et la latitude. Son altitude est déterminée par sa latitude. Nous avons découvert que la latitude était en fait tracée directement en raison des angles d'élévation par rapport à Polaris. Les calculs généraux n'étaient utiles que pour toutes les méthodes de navigation autres que celles que possèdent les gens. Donc utiles uniquement au sens général, lorsque vous disposez des autres compétences nécessaires pour déterminer votre position. Si l'on voulait connaître plus précisément sa latitude, c'était très difficile à faire. Encore une fois, intervenant un peu dans le récit historique, si nous considérons que la longitude était une invention relativement récente et que nos prédécesseurs avaient une interprétation très différente de la façon d'utiliser les cieux célestes pour naviguer sur la Terre, il est logique que la relation entre l'élévation de Polaris, la latitude, serait toute la corrélation dont ils ont besoin pour pouvoir naviguer avec succès sur la majeure partie de la Terre. Ils auraient simplement besoin de leur latitude, la compareraient à leur, puis à la précession attendue de l'étoile qu'ils allaient jauger, et alors vous pourriez facilement déterminer la direction et vous orienter presque n'importe où sur Terre. Il me semble que nous n'aurions pas du tout besoin de longitude pour cette méthode de navigation. Très intéressant.
Mais revenons au récit et passons en revue les outils que nos ancêtres utilisaient pour naviguer sur la Terre au gré des étoiles. 3 appareils différents ont été inventés pour tenter de déterminer la latitude avec plus de précision. Il s'agissait du cadran, de l'astrolabe et du sextant. Le cadran a été inventé par un astronome islamique au Moyen-Âge et pouvait être utilisé pour calculer l'angle entre l'observateur et une étoile ou le soleil, de manière très similaire à un sextant. Le sextant a été inventé en 1731 et utilisait 2 miroirs pour mesurer l'angle du soleil à midi ou de l'étoile polaire. Et grâce à ces appareils, un marin pouvait connaître la latitude dans l'océan, même s'il avait des problèmes techniques et que les calculs étaient très difficiles. Si vous connaissez votre latitude, disons qu'elle est 50 degrés nord, alors vous savez que vous êtes sur le 50e nord. Mais cet anneau de latitude traverse la France, la Pologne, la Russie, le Canada et le Royaume-Uni. Vous voyez comment il crée un argument pour savoir que notre longitude soit utile. Vous aviez une longitude en fonction de la ville dans laquelle vous étiez. Les humains ont survécu avec la latitude pendant des siècles, parce qu'il n'était pas très important de connaître la longitude. Et lorsque le domaine de l'exploration et du commerce maritime a commencé, elle est devenue plus importante. Je dois m'arrêter là parce qu'on est encore dans l'interlude historique. Mais le fait qu'ils aient pris le temps d'expliquer que les gens n'avaient pas besoin de longitude et que ce n'était pas important pour toute l'histoire jusqu'aux années 1700 au moment où c'est devenu important, cela semble étrange. Je ne sais pas pourquoi les gens n'en avaient pas besoin auparavant, alors que maintenant on en a besoin. Mais on va juste continuer et mettre cela en veilleuse. Une longitude est difficile à calculer. Il n'y a aucun mouvement des corps célestes vers le sud que vous pouvez utiliser pour la navigation, car la Terre tourne respectivement d'est en ouest. L'astronome grec Hipparque a eu l'idée de la longitude en 150 ans avant Jésus-Christ. Et il a fixé le point zéro à Rhodes. C'était la ville où il vivait. Il l'a désigné comme méridien. Mais en réalité, quand vous avez déjà défini un ensemble de données, à savoir la latitude, qui a une relation stricte avec le ciel, alors vous voulez trouver la relation perpendiculaire pour la grille appropriée. Vous devez choisir un point, un début, pour la désigner à partir d'un zéro, puis placer ces lignes à égale distance. Donc, dans cette situation, peu importe où vous placez le zéro, où vous commencez. Et comparativement, aujourd'hui, ils ont fait la même chose. Mais je pense qu'ils ont fait particulièrement attention à l'endroit où ils ont placé le zéro. Mais peu importe, ils ont dit que c'était pas important de calculer la longitude, jusqu'à ce que ça le soit. Vous pouvez accepter cela. Il n'existait donc aucun moyen de calculer votre latitude lorsque vous êtes à bord d'un navire. La seule manière d'y parvenir était de comparer l'heure au point zéro avec l'heure locale du navire en mer. C'était impossible à faire dans un monde sans horloge. C'est donc Gemma Frisius, mathématicien néerlandais, qui a eu l'idée d'utiliser le temps pour déterminer l'emplacement du navire. Mais aucune horloge ne pouvait être utilisée à cette fin. Il possédait une horloge à pendule précise inventée en 1657 par Christian Huygens. Mais un pendule ne fonctionne pas bien sur un bateau à cause des rochers et des vagues qui perturbent l'équilibre du pendule. Si le pendule ne peut pas osciller librement, l'horloge ne peut pas donner l'heure. En outre, l'horloge serait également affectée par les différences de température, de pression, d'humidité, la corrosion saline et serait donc peu fiable pour la navigation céleste. Beaucoup de gens pensaient qu'il serait impossible de fabriquer une horloge qui fonctionnerait sur un navire. Et beaucoup d'efforts ont été déployés pour trouver une méthode permettant de déterminer la longitude en utilisant des corps célestes, ce qui nécessitait des calculs incroyablement complexes. Et l'observation des corps célestes était très difficile à faire depuis un navire en mouvement. Au XVIIIe siècle, l'Espagne, la France et la Grande-Bretagne offraient toutes des prix à celui qui parviendrait à résoudre ce problème. Cela a pris beaucoup de temps, mais finalement, en 1730, un horloger du nom de John Harrison a eu l'idée d'une horloge utilisant un ressort au lieu d'un pendule. Il a fallu beaucoup d'essais et d'erreurs, mais son horloge a été testée pour la première fois avec succès en 1736. Ainsi, en utilisant l'horloge, un navire pouvait déterminer avec précision sa longitude en comparant l'heure sur le pont à l'heure de Greenwich qui était le zéro. Et les horloges navales étaient très chères et peu de navires pouvaient se les permettre. La longitude ne sera pas pleinement utilisée avant l'invention de la radio au début du XXe siècle. Nous découvrons que la latitude a été vitale pour nos ancêtres au cours des 100 dernières années, même s'ils étaient capables d'en utiliser l'usage partout dans le monde, c'est-à-dire qu'ils comptaient sur cette relation pour de très nombreuses choses, en utilisant la navigation céleste pour s'aligner sur Polaris, afin de pouvoir déterminer approximativement à quelle latitude il se trouve. Vous avez également découvert qu'il existe une énorme dépendance et corrélation entre ces systèmes de coordonnées et le ciel, en particulier la sphère céleste, c'est-à-dire la grille dans le ciel marquant, cartographiant les étoiles, celles qui fonctionnent comme ascension droite et déclinaison,
celle qui intègre déjà cela comme axe en fonction du temps. C'est intéressant. La latitude est en fait directement liée à la façon dont nous percevons Polaris et au changement de son élévation apparente avec l'augmentation de sa distance. Il semble qu'à la longitude, cependant, il a seulement été possible de calculer au degré requis de spécificité très récemment. Elle a été mesurée et cartographiée en fonction du ciel, bien sûr, car ils n'ont tracé des lignes de longitude que lorsqu'ils essayaient de faire un relevé géodésique de la Terre. Et une fois qu'ils avaient effectué une mesure sur la Terre, ils effectuaient une correction basée sur l'alignement par rapport au corps céleste perpendiculaire. Et ils le faisaient en marquant un transit. Donc ils prenaient un point, faisaient une mesure, regardaient le ciel, délimitaient le transit, voyaient quand il transitait, puis en fonction de ce transit, calculaient l'heure et la périodicité du moment où il reviendrait. C'est une méthode très longue pour déterminer la longitude, mais ils ont commencé à le faire pour la première fois sous la forme d'un article intitulé « La première déviation de la verticale », qui est célèbre pour la première fois qu'ils ont utilisé cette méthode. Cela signifie donc que chaque partie de ces deux systèmes de coordonnées, la sphère longitudinale géoïdale et la sphère céleste, avec l'ascension droite et la déclinaison. Les deux intègrent intrinsèquement la façon dont nous voyons et s'intègrent également directement dans la façon dont nous naviguons, bien sûr, incorporant intrinsèquement la sphéricité. C'est une observation cruciale. Lorsque l'on considère l'origine de ces lignes directrices, on commence à voir le cadre d'interprétation qui nous est proposé pour ce qu'il est, comme un cadre d'interprétation spécifique ou, comme nous le connaissons maintenant mieux, un système de coordonnées spécifiques avec lequel nous interagissons et avec lequel nous sommes confortables. Comme nous le savons maintenant, les données peuvent être traduites de manière transparente entre le système de coordonnées grâce à des transformations mathématiques dans les deux sens. La relativité dit également qu'entre les référentiels ou les systèmes de coordonnées, tous les référentiels sont égaux. Tous les systèmes sont égaux, sauf que maintenant nous pouvons voir que nous disposons spécifiquement et soigneusement d'un seul cadre d'interprétation ou d'un seul cadre de référence, sans aucune alternative ou cadre de référence apparent pour la comparaison. Ça dit que l'histoire de l'autre système de coordonnées est cachée, tout comme le traitement omniprésent de l'ECEF, c'est-à-dire le fameux référentiel terrestre centré et fixe, que nous comparons toujours avec le référentiel inertiel centré sur la Terre, l'ECI, en termes de satellite et GPS. Nous parlons à nouveau de cadre de référence, mais il semble qu'ils aient caché le cadre de référence unique pour le GPS, centré sur la Terre et fixe sur la Terre, et créé un nouveau cadre de référence, l'ECI, avec lequel ils font tous leurs calculs. Car il annule spécifiquement la vitesse directionnelle de la lumière en synchronisant le temps sidéral avec le temps de rotation de la Terre. Donc, s'il n'y a pas de différence entre la rotation de la Terre et le fond énergétique avec lequel la lumière se déplace, alors il n'y aura pas de vitesse différentielle de la lumière et le cadre ECI annule cette variation juste pour cette seule raison. Maintenant, juste pour revenir ce à quoi nous faisions référence. Si on nous donne un système de coordonnées préféré pour interpréter le monde, c'est-à-dire la sphéricité géoïdale, la longitude et la latitude prédéterminées, Google Earth a tout cartographié. C'est le cadre dans lequel nous interagissons chaque jour avec le monde. Il n'existe aucune autre option que nous connaissions et que quiconque ait jamais rencontrée. Cela n'a jamais été présenté spécifiquement, n'est-ce pas? Spécifiquement. Cela n'a pas été présenté de manière à ce que nous adaptions tous le même cadre de référence interprétatif. Jusqu'à Einstein, tous les gens partout dans le monde se considéraient au centre de tout ce qui bougeait autour d'eux. Lorsqu'Einstein a prouvé mathématiquement grâce à sa théorie de la covariance et de la relativité restreinte qu'en réalité tous les cadres de référence étaient égaux, c'est seulement alors que les gens ont été amenés à penser que les autres cadres de référence n'étaient pas au centre, mais étaient égaux de façon relative. La façon dont la longitude est dérivée se fait par un processus complexe, par les levées géodésiques impliquant les corrections des mesures après les corrections de la sphère céleste, une fois qu'elle corrige la déviation appropriée de la verticale. J'en ai parlé plus tôt, mais donnons simplement un bref aperçu de ce qu'est une déviation de la verticale. C'est un peu compliqué, je vais le parcourir une fois très vite. Cela vient de l'arpentage. Lorsque vous avez effectué un levé géodésique qui est différent du levé planaire, car vous incorporez un rayon, une valeur R, pour les lever généralement sur 100 miles, vous prenez des mesures et vous faites des observations. Vous corrigez ces observations lorsque vous le marquez, généralement aux lignes de longitude et de latitude, parce que c'est un concept très important dans ce que nous sommes sur le point de poser, et parce qu'il est également important de comprendre comment fonctionne le levé géodésique. Nous passerons très rapidement en revue la déviation verticale dont nous parlons sans cesse, qui est nommée comme telle en ce qui concerne l'arpentage.
Généralement, ils le définissent comme la différence angulaire entre la direction du vecteur de gravité et la normale ellipsoïdale passant par le même point à la surface de la Terre. Maintenant, cela peut sembler un jargon un peu compliqué, mais la façon dont ils définissent un géoïde est en fait pertinente ici. C'est une forme qui a une exigence qui nécessite une relation directionnelle perpendiculaire au vecteur gravité. Alors, sans trop vous perdre, c'est un géoïde qui, encore une fois, est une sphère déterminée par des lignes tangentes radiales vers l'intérieur qui pointent vers le centre, déterminées par une vitesse radiale. Voilà donc ce qu'est un géoïde. Alors, comment savoir avec certitude quelle direction est laquelle avec une forme comme celle-là ? C'est pourquoi, par définition, cela nécessite une relation perpendiculaire à la direction de la gravité, car son potentiel gravitationnel est équidistant. En gros, lorsque vous utilisez cette forme, vous devez apporter des corrections supplémentaires lorsque vous l'utilisez pour effectuer des mesures topographiques. Alors ça fait qu'une déviation de la surface verticale est calculée en comparant les coordonnées astronomiques et géodésiques. Cela vous donne cette explication de la façon dont le modèle géoïdal intercède avec le modèle ellipsoïdal et les deux horizons. Vous devez faire une correction. Et honnêtement, cela n'a pas beaucoup de sens pour moi, mais quand vous commencez à inclure des modèles fantastiques avec des intercalaires, on perd un petit peu le fil alors, on les laisse tout simplement faire. Mais ce que je pense qu'il s'agit vraiment, c'est que c'est une correction du système physique de longitude et latitude géoïdale pour correspondre à la sphère céleste de déclinaison de l'ascension droite céleste. En gros, nous cartographions le sol pour qu'il corresponde au ciel. Nous marquons le sol pour reculer vers l'horizon au même rythme que Polaris, d'accord ? Le facteur que nous prenons du ciel pour appliquer au sol est le taux de descente de Polaris et sa relation avec notre site. Donc, à mesure que vous vous éloignez de Polaris jusqu'à 45 degrés, l'angle de votre horizon passe à 45 degrés, d'accord ? Et si vous allez à l'équateur, vous verrez qu'il va presque jusqu'à l'horizon. Son élévation est nulle. Donc, 0 d'élévation, 0 de latitude. Ils ont dit que la déviation de la verticale dans le méridien est la différence mise à l'échelle pour la convergence méridionale entre la longitude astronomique et la longitude géodésique du même point. Encore une fois, nous prenons un point, nous effectuons la mesure de longitude que nous avons marquée au sol, nous comparons où se trouverait la mesure de longitude correspondante sur la sphère céleste externe, car, encore une fois, ils envisagent cela comme une sphère entourée d'une autre sphère de rayon infini, traitant toutes les étoiles. Ils disent donc qu'il y a une différence entre l'endroit où le point A apparaît sur la longitude de la sphère céleste au-dessus de nous et l'endroit où il apparaît sur la sphère sur laquelle nous nous trouvons actuellement. Et on leur dit qu'ils corrigent leur mesure au sol pour refléter et corriger la mesure vers le ciel. C'est un peu hard à partager, mais c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'on leur dit. Ce qu'ils font réellement, c'est s'assurer que le lever au sol correspond essentiellement au ciel. Nous avons donc vraiment compris ce point, je pense. Ainsi, dans leur formule, lorsqu'ils tentent de résoudre ce problème, ils supposent que les composantes de la déviation sont verticales et qu'ils ont à la fois une direction gauche et droite ou un vecteur nord et sud. Ils ont deux composants qui sont en quelque sorte plus et moins, car ils s'annulent pour obtenir la vraie valeur, en gros. C'est tout ce que cela veut dire. Et pendant que nous y sommes, voici la courbure du fil à plomb. Ça, c'est un peu le coup qui les achèvera. Lorsqu'ils trouvent réellement la position correcte avec les lignes d'horizon ellipsoïdales et géoïdales qui se croisent, ils trouvent alors leur déviation. Ils l'ont calculé, ils l'ont trouvé. Ils en ont tenu compte. Ils sont toujours coincés avec un fil à plomb qui ne parvient pas à trouver le niveau à cause de sa forme géoïdale et du potentiel nécessaire à la surface de la Terre et vice-versa. Pour résoudre ce dernier problème, la courbure du fil à plomb entre le géoïde et la surface terrestre, et encore une fois, ils ne peuvent pas l'observer directement à cause de la présence de la topographie. Ils doivent donc estimer la courbure de ce fil à plomb en utilisant un modèle de champ de gravité terrestre au sein de la masse topographique. Maintenant, c'est déjà un niveau de supposition et de détail ridicule selon lequel tout le monde devrait secouer la tête et lever les mains, mais ce n'est pas le cas. Ils font ça et ils nous disent que ça va. La courbure du fil à plomb peut être estimée à l'aide d'une formule basée sur la gravité normale qui affecte uniquement la composante de déviation nord-sud. Mais attendez une seconde. Pourquoi la courbure du fil à plomb serait-elle corrigée par une formule qui ne tient en compte que d'un vecteur directionnel nord-sud ? Où est-ce qu'on a déjà vu ça ? C'est étrange. Cela ne peut pas être lié. Nous allons laisser ça de côté pour le moment. Cela indique que l'évaluation de la courbure du fil à plomb est très difficile car les valeurs exactes de la gravité le long du fil à plomb ne peuvent pas être mesurées. Et pour que nous sachions cela, il faudrait connaître la distribution de masse de la topographie et qu'une estimation approximative de la courbure du fil à plomb soit calculée, puis appliquée. La courbure réelle n'est donc pas connue, et les approximations sont à peine utiles et ignorées. Quelqu'un est-il déjà confus ? En topographie terrestre, la déviation de la verticale a 3 utilisations principales. Transformation des coordonnées astronomiques en coordonnées géodésiques. Eh bien, ils se manifestent clairement et disent que c'est alors l'objectif. Très bien.
La conversion de l'azimut astronomique en azimut géodésique, ouais, c'est certainement le but. Et finalement, la réduction des angles verticaux et horizontaux par rapport aux sphéroïdes. Il semble simplement que si vous continuez ainsi, l'angle de déviation sera finalement le même et vous supprimerez la différence en premier lieu, une fois que vous aurez corrigé toutes les masses terrestres, pour vous assurer que tous les points terrestres sur la ligne de longitude correspondent à la ligne de longitude céleste. Il continue donc en disant que lorsqu'il transforme et observe ce système de coordonnées par rapport au vecteur de gravité, encore une fois, cette relation directionnelle vers le bas avec la gravité, lorsqu'il le réorganise, ils obtiennent un ensemble de coordonnées astronomiques qui est mesuré. Ainsi, les déviations font référence à la surface de la Terre, le point auquel les coordonnées astronomiques sont mesurées. Ainsi, si les déflexions de la verticale sont celles du géoïde, alors la limite est établie et la courbure du fil à plomb doit être prise en compte. Les angles verticaux doivent donc être corrigés à la surface de la Terre pour la même raison que les angles horizontaux. Quant à l'obliquité, ils connaissent les corrections normales et ils le comprennent. Ainsi, dans le cas d'un seul angle zénital mesuré, une composante de déviation de la verticale serait... Elle aurait une déviation de la verticale dans un sens et une déviation zénitale dans l'autre. Ils ajouteraient la somme de ces deux par rapport à l'ellipsogéoïde, comme nous le voyons, et c'est la correction qu'ils appliqueraient. Le nivellement trigonométrique réciproque. Une grande partie de la déviation verticale s'annule lors de la différence. Ils font beaucoup d'équilibrage mathématique ici pour une équation à laquelle nous n'avons pas besoin de prêter attention pour les modèles qu'ils essayent d'imposer aux mesures planaires qu'ils mesurent en premier lieu. Notez qu'ils ont dit que vous appliqueriez toujours ces corrections, surtout lorsque vous avez des lignes de base longues. Encore une fois, c'est drôle, car on ne trouve un excès sphérique que lorsque les triangles sont suffisamment grands, parce qu'ils cachent cela dans la correction des angles de correction qu'ils appliquent lorsqu'ils transforment ces mesures planaires en boules, via l'application d'angles de correction sur de longues distances. Il semble donc que les mêmes astuces soient utilisées ici. Nous avons également appris que chaque aspect du système de coordonnées et du ciel avait été conçu à rebours à partir du plan plat, puis fait pour paraître exclusif au globe, nous privant de cette relation littérale. Très étrange et quel sale tour. La prochaine fois que quelqu'un dira « Eh, mais le modèle du globe correspond au ciel », vous saurez à quel point c'est absurde. Et vous pouvez ajouter une déclaration selon laquelle « Oh, donc vous avez mesuré une valeur R supposée, vous avez comparé la mesure à la valeur R supposée, confirmant la valeur R. » C'est un peu compliqué, non? En gros, si vous regardez cela, vous constaterez que tout sur Terre, la longitude, la latitude, les systèmes que nous avions, les marqueurs, tout est basé sur le ciel. Nous ne connaissons notre position sur Terre que grâce au ciel. C'est une chose folle à comprendre et à dire, mais c'est vrai. Regardez comment ils ont déterminé la latitude. Ils ont regardé Polaris et le Soleil, ont regardé comment ils déterminaient la longitude. Ils regardèrent leurs premiers repères. Et puis ils ont fait des observations sur d'autres corps célestes qu'ils pouvaient voir, ont pris des temps comme des transits, puis ont tracé le temps sur la rotation sidérale pour déterminer où, sur ce modèle cyclique, ils verraient ensuite cette étoile et seraient ensuite capables de cette façon de déterminer la longitude de cette étoile. Pourquoi chaque repère au sol est-il basé sur le ciel? Pourquoi était-il si déterminé à aligner notre sphéroïde de longitude géodésique avec le sphéroïde céleste? Pourquoi? Je me demande. Lorsqu'ils découvraient les transits et planifiaient leurs déviations, ils essayaient de surveiller géodésiquement une partie du monde, mais en réalité, ils faisaient adhérer le monde physique à la sphère céleste. Nous formons donc un système de latitude, de longitude sur Terre, et nous veillons à ce que cela corresponde à la seule source de mouvement que nous ayons jamais vue ou détectée, le ciel tournant au-dessus de nous. Nous avons donc veillé à ce que les repères au sol correspondent directement à ceux dans le ciel. Super. Pour revenir brièvement sur l'importance de mesurer la déviation de la longitude. J'ai donc lu un article intitulé « La déviation de la première verticale ». En gros, la première fois qu'ils sont allés faire cela et qu'ils ont découvert, c'est qu'ils pouvaient en fait aligner leurs mesures géoïdales sur la sphère céleste. Ce document était donc la première fois que quelqu'un essayait de faire cela, apparemment. C'était un défi. Et maintenant qu'il s'agit d'une mesure géodésique astronomique, ils ne pourraient plus vraiment le faire à l'avenir. En gros, ils ont fait en sorte que ces deux termes soient synonymes, astronomique et géodésique. Ils sont synonymes parce qu'ils sont liés et appariés. Une mesure géodésique astronomique serait quelque chose qui correspond au ciel et à la Terre. Suite à cela, que vous preniez la longitude d'un géoïde ou l'ascension droite et la déclinaison d'une sphère céleste, vous vous retrouverez au même point en réalité. C'est là tout l'intérêt, je pense, d'accord? Nous avons noté qu'ils ont conçu à rebours l'observation des cieux célestes et la relation entre Polaris et l'élévation sur laquelle vous la voyez. Et ils ont désigné cette relation dans l'hémisphère nord et ils l'ont indiquée comme base de leur modèle, d'accord?
Ils ont dit que vous ne pouviez observer cela que parce que la surface de la Terre se courbe sous vous à mesure que vous vous en éloignez. Et ils ont littéralement veillé à ce que le sol se courbe avec les lignes qui correspondent au ciel et à l'arc de votre horizon. Ils ont donc pris ce facteur de 69 miles par degré, cette factorielle, cette covariante d'échelle. Ils l'ont utilisé pour projeter la surface du sol au-delà de ce que vous pouviez voir et vous ont dit qu'elle se courbait perpétuellement vers le bas. Alors ils vous ont dit que pour chaque centimètre que vous ne pouvez pas voir au-delà, pour toute la zone que vous ne pouvez pas voir autour de vous, que c'est là que se trouve toute la courbe. Ça commence toujours à s'incurver au-delà du bord de votre vision, où que vous soyez. C'est ce qu'ils ont dû nous dire parce qu'on ne pouvait jamais le voir, le trouver ou le mesurer. Nous y revoilà donc. Le but était de faire correspondre la sphère céleste avec la sphère géoïdale. En gros, les systèmes de longitude et de latitude de la Terre sont synchronisés et adaptés au défilé et à la procession des corps célestes, qui est le seul véritable marqueur. N'importe qui sur Terre doit nous dire où nous sommes, n'est-ce pas incroyable? Portons une attention particulière aux mathématiques ici. Nous allons prêter attention à la métrique par laquelle nous mettons tout à l'échelle. Encore une fois, la mise à l'échelle de la covariance signifie que nous augmentons proportionnellement la taille de tous les composants afin que la taille relative de la mise à l'échelle du système lui-même évolue de manière appropriée. Cela signifie donc que vous n'augmenterez pas une composante ni un ratio plus important que n'importe quelle autre composante, mais c'est en gros ce qu'ils font avec ces mesures. Ils prennent donc une base et prennent l'angle d'élévation par rapport à Polaris, 3959 miles. À partir de cet angle d'élévation, ils ont construit un modèle covariant à l'échelle de tout ce qui existe dans l'univers, basé sur cette échelle de distance. Factoriellement parfait avec les fractales et tout, d'accord? Ils ont mis à l'échelle le système de coordonnées sur la base du modèle sphérique prédéterminé et l'ont aligné avec le ciel. Ils ont littéralement parcouru la courbe du sol à cette vitesse, à une vitesse qui correspond à 69 miles par degré. Ils ont donc fait courber le sol au rythme de votre arc d'horizon. De suite. Et c'est de là que ça vient, bien sûr, cette relation. 69 miles, des 1000 marins par degré. Nous devons remonter cela. Donc, les éphémérides astronomiques pour l'année 1776, nous en avons parlé, mais qui inclut une note spéciale pour cette année, la note de 1776 concernant la latitude. Ils avaient spécifiquement demandé à des personnes de les aider à déterminer les latitudes en mer à ce niveau, car ils rencontraient des problèmes notoires avec cela. Et apparemment, ils avaient tellement de problèmes que des gens affluaient. Très bien, nous savons donc qu'ils ont observé une relation entre l'élévation de Polaris et la latitude. Nous savons qu'ils ont utilisé cette relation, ils l'ont convertie en une métrique, puis ont utilisé une métrique pour produire un monde à l'échelle covariante avec tout ce qui est dimensionné correctement par rapport à la factorielle. Peu importe sa taille, tant que la taille proportionnelle correspond à l'observation originale. C'est probablement la meilleure façon de le dire. Mais sachant cela, quand on voit des choses comme le modèle de Walter Bislan, quand il se demande comment la grille de vision azimutale connaîtrait sa latitude, n'est-ce pas drôle qu'il n'ait pas encore percé la partie fondamentale absolue du globe qui la relie au modèle? Il n'en a aucune idée. L'élévation par rapport à Polaris correspond littéralement à la latitude. C'est ainsi qu'elle a été dérivée. Ce serait une question à lui poser. Ainsi, tout le modèle du globe repose sur la relation entre Polaris et son angle d'élévation dans l'hémisphère nord. De quoi aurait-il besoin une fois qu'il réalise cela? Eh bien, ils auraient besoin de la longitude. Comment pourrait-il obtenir la longitude après avoir reçu une latitude si bien préparée et clairement divisée? Encore une fois, c'est là que la déviation de la verticale entre en jeu. C'était une erreur spécifique qu'ils n'ont eue qu'en essayant de cartographier les lignes perpendiculaires de longitude. On pourrait même dire que la déviation de la verticale pourrait être une direction particulière lorsque vous avez à aligner les coordonnées géodésiques et astronomiques spécifiquement. Lorsque vous êtes censé aligner un point dans le ciel avec un point dans le sol. Et donc, si le ciel s'incurve autour de vous et que le sol est plat, que feriez-vous pour vous conformer à ces exigences? Intéressant. La déviation typique de la verticale est la relation entre l'angle entre celle-ci et l'étoile. Mais quand on y regarde, on sait en fait qu'il y a une composante nord-sud et une composante est-ouest qui sont bien sûr traitées différemment. Nous venons de passer cela en revue. C'est la différence entre la latitude astronomique et le point sur la sphère céleste, puis la latitude géodésique où se trouve le point sur la Terre. Ces deux différences sont à l'origine de la déviation de la verticale. Alors, serait-il possible qu'ils corrigent simplement des mesures géodésiques et astronomiques pour les rendre égales à l'autre et racontent aux gens une histoire sur une donnée géodésique incluant une intersection perpendiculaire d'un modèle géodésique et ellipsoïde? C'est possible, mais on ne va pas vendre ça à personne. Alors passons un peu à autre chose.
Nous pourrions également mentionner que tous les horizons qu'ils doivent inventer avant même de commencer à regarder le ciel, s'ils peuvent déterminer d'où ils viennent sans pouvoir déterminer le bas, etc. Mais ils ne font que projeter la sphère céleste sur la Terre à la vitesse à laquelle la courbure de la lumière reculerait à mesure que vous vous approcheriez de Polaris. Donc, encore une fois, martelons-le. Ils ont observé une relation. Ils ont pris cette relation et ont forcé les composants de cette relation dans la réalité physique dans laquelle nous vivons. Ils peuvent déterminer que la longitude géographique peut être déduite du temps de transit méridien des étoiles. Vous vous souvenez quand j'ai parlé de la première déviation de la verticale, lorsqu'ils ont regardé le transit et ont pu le faire coïncider? Ils ont fait cette première corrélation, puis ils ont commencé à corréler les cartes depuis lors. Ils font la différence entre le moment du transit parce qu'ils connaissent la latitude. Ensuite, ils déterminent où se trouve Polaris, et grâce à l'heure et à une horloge, ils peuvent prédire où elle se produira ensuite. Et en utilisant ces deux facteurs, ils sont capables de corriger avec précision la longitude, prétendument. Ils appellent cela une déviation, effectuent la correction et passent à autre chose. Regardons une courte vidéo montrant l'équivoque entre la loi de Kepler et la loi de Newton. Et puis nous pourrons voir comment les autres choses dont nous avons parlé seront toutes réunies pour la conclusion finale. Très bien, et juste pour conclure et lier tout cela ensemble ici, nous allons aborder rapidement la loi de Kepler et la loi de Newton, et l'équivoque entre les deux, puisqu'elles sont toutes les deux, maintenant nous le savons, dérivées de l'optique dont nous concluons alors les distances. Et nous devrions savoir qu'essentiellement, maintenant, toutes les distances sur Terre ont été calculées en pensant aux étoiles, n'est-ce pas? Parce que nous allons marquer les limites et les délimiteurs avec nos lignes de latitude que nous avons déjà indiquées à partir de l'angle d'élévation par rapport à Polaris. Et puis nous avons également ajouté d'autres délinéations perpendiculairement pour la longitude, ce que nous avons compris en essayant de faire des levées géodésiques puis en comparant ces résultats biaisés aux étoiles pour les aligner sur les étoiles. Tout ce que nous utilisons pour mesurer maintenant est bon et effectivement courbé au rythme auquel Polaris décline sur votre horizon avec la distance. Tout le monde comprend? Nous pouvons passer directement à cette vidéo, puis la relier à la conclusion ultime. Saviez-vous que la troisième loi de Kepler dit que le carré de la période des planètes est proportionnel au cube du rayon? Cela a été découvert il y a près de 400 ans. On ne sait pas vraiment si l'on peut réellement déduire la troisième loi de Kepler de la loi de Newton, la force de gravité sur n'importe quelle planète. Lorsqu'un héliocentriste prétend connaître la masse des corps solaires, c'est ainsi qu'il l'a calculée. Cette masse de la planète multipliée par son rayon multipliée par sa vitesse angulaire au carré. L'angle de vitesse est de 2π sur t, où t est la période. Vous pouvez donc déduire la loi de Kepler de la loi de Newton, mais remarquez que la masse de la planète disparaît. Elle s'annule. Et c'est caractéristique quand on a quelque chose de cinématique, quelque chose qui dépend uniquement de l'observation empirique et ne dépend pas d'une loi de la physique. Dériver des orbites avec les lois de Kepler et les constantes de Newton s'avère après tout être des équations cinématiques physiquement dénuées de sens. G et M vous donnent une proportionnalité à la périodicité de l'observation. Cela signifie que ces équations ne tiennent pas du tout compte du fait que la masse attire la masse, du moins pas de manière significative comme on nous le fait croire. Il s'agissait simplement d'une équivalence cinématique sans signification physique utilisée pour convaincre les masses du pouvoir du scientisme. Cela a été dérivé des observations de base des corps célestes et utilise une forme d'invariance d'échelle pour mettre à l'échelle proportionnellement le reste de l'univers à partir d'une seule observation stellaire. On peut observer, par exemple, que la taille angulaire du Soleil et de la Lune est d'environ 31 ou 32 minutes d'arc, soit 0,53 degrés. Vous pouvez ensuite utiliser cette taille angulaire pour indiquer aux gens que le Soleil est à 93 millions de kilomètres et fait 1 392 000 kilomètres de diamètre. Cependant, ils ne sauraient pas que la même observation fonctionne également pour un Soleil situé à 229 millions de miles et large de 2 millions de miles. En utilisant l'invariance d'échelle, la même observation pourrait également fonctionner pour un Soleil situé à 46 701 000 miles et faisant 432 000 miles de diamètre. Vous voyez l'astuce? Pour la dernière partie, on va revenir rapidement sur la parallaxe stellaire, où l'on prend un déplacement apparent d'un objet dû au déplacement réel de l'utilisateur. Et on dit que la direction de l'objet est référencée par rapport à ce dernier. C'est une façon vraiment stupide de l'expliquer. Il s'agit donc d'un changement de la position apparente d'un objet par rapport à un objet plus éloigné, causé par un changement dans la ligne de mire de l'observateur. Et que donc plus on est loin, plus on l'a, mais ce n'est pas ça du tout. Revenons très rapidement sur la parallaxe stellaire. Et c'est encore une fois ce changement apparent de position par rapport aux autres étoiles. Alors ils prétendent que cela arrive tout le temps.
Et cela peut bien sûr se produire que dans un monde héliocentrique. Ils ont eu ce mouvement exagéré, mais cela aurait l'air de 10 000 fois exagéré sur une période de 3 à 5 ans. Cela rendait le mouvement exagéré pour vous montrer de quoi il s'agit, parce qu'il n'a jamais été vu et n'a été mesuré que par incréments suffisamment faibles pour que personne ne s'en soucie. Il s'agit donc d'un changement apparent causé par le mouvement annuel de la Terre autour du Soleil, le mouvement propre, qui résulte du véritable mouvement de l'étoile à travers la galaxie. Ils disent que le mouvement propre et le mouvement de parallaxe ont été exagérés ici. Alors, ils supposent que c'est la différence entre la vitesse orbitale de la Terre et sa propre vitesse. Nous disons donc qu'aucune de ces choses n'est sous vitesse, que les étoiles tournent autour de nous et qu'elles semblent légèrement différentes lorsqu'elles tournent de droite à gauche ou de gauche à droite. Nous devons donc revenir très rapidement à la parallaxe stellaire. Alors, juste un bref résumé de ce que c'est. C'est quand ils prennent un angle vers une étoile, ils remarquent que l'angle s'est déplacé par rapport à l'étoile et aux autres étoiles derrière elle. Ok ? Ils supposent donc que les étoiles sont en mouvement autour de nous et que la Terre est en mouvement autour du Soleil. Ils supposent que cette observation de parallaxe, cet angle différent, est le résultat de ces deux mouvements et forces, d'accord ? Alors que, pour nous, avec seules les étoiles en mouvement, cela aurait en fait la même apparence. Si les étoiles se déplaçaient au-dessus de nous, cela aurait un aspect différent, légèrement différent lorsqu'elles se déplaceraient de droite à gauche, comme de gauche à droite. Quoi qu'il en soit, le problème avec un univers à l'échelle covariante construit à partir de factoriels basés sur une observation optique qui est vraie, c'est qu'une fois que vous commencez à faire ces grandes limites et ces sauts d'affirmation et à créer des unités basées sur d'autres unités, puis des distances basées sur d'autres distances, alors vous courez le risque que tout cela se dégonfle. Et c'est ce que nous allons faire maintenant. Ils estiment donc les distances stellaires en utilisant la parallaxe, ce qui, encore une fois, est basé sur un angle qui peut ou non changer, parce qu'ils se sont déjà ajustés au géoïde et à la sphère céleste, ne l'oubliez pas. Il existe donc les distances à partir de la parallaxe. Ils remarquent donc que la distance est x. Ils font des ajustements, ils déterminent cela, d'accord ? Et ça vient d'un article différent sur l'inversion d'une parallaxe. Ainsi, lorsque la parallaxe n'est pas suffisamment importante pour calculer une distance, ils prennent simplement l'inverse et font de même, et ils effectuent en gros une parallaxe d'angle Z réciproque pour obtenir la mesure qu'ils recherchent. On n'arrêtera jamais un globeur. Si les calculs ne le montrent pas, ils feront simplement un nouveau calcul. Je rigole, légèrement. Mais en gros, l'existence d'une parallaxe négative non seulement réfute cet argument, mais prouve définitivement que la Terre n'est pas en mouvement, que les étoiles sont en mouvement. Explication géocentrique de la parallaxe, cela fonctionne exactement de la même manière avec l'angle inverse, donc il n'est même pas nécessaire d'essayer d'en parler, bien sûr, à moins que cela prouve que la Terre est stationnaire, alors nous ne le ferons pas. Mais en gros, voici un graphique de parallaxe négative qui indique quand vous calculez les distances et créez des unités d'échelle covariantes basées sur cette observation. Si vous avez une observation négative, comment cela affecte-t-il les unités à l'échelle invariante que vous avez créées ? Est-ce qu'on a ça par moitié ? Est-ce que vous en coupez seulement la moitié ? C'est un problème idiot, parce qu'évidemment, on ne peut pas avoir ça, n'est-ce pas ? Alors quelques exemples montrant que la parallaxe négative existe définitivement. Cela représente environ 42% de toutes les observations. Alors, depuis notre position, si toutes les étoiles tournent autour de nous et que certaines semblent aller dans un sens et certaines semblent aller dans l'autre, c'est un problème pour cette observation qui prouverait un mouvement uniforme de la Terre. Mais ce n'est pas un problème si elle tourne autour de la Terre par la gauche et par la droite. En gros, la parallaxe négative réfute leur affirmation selon laquelle la parallaxe prouve le mouvement et annule également toute l'échelle de distance qu'ils ont créée de manière covariante à partir de la seule observation de cette unité stellaire. Alors, ils ont pris, disons, le Soleil et la résolution angulaire. Ils ont vu qu'ils pouvaient dire que la masse du Soleil et la distance du Soleil étaient un nombre quelconque de paires d'échelles covariantes et qu'ils pouvaient les changer à volonté. Et ils ont déplacé ça d'avant en arrière. Et ils ont pris cette factorielle et l'ont appliquée à l'univers entier. Ils ont donc mis à l'échelle d'autres planètes, d'autres distances, d'autres systèmes solaires, les distances entre les systèmes solaires, la taille relative de la Lune d'une planète par rapport à sa base. Tout cela est le résultat de programmes de mise à l'échelle factorielle et de mise à l'échelle de covariance basés sur une observation optique réelle de la taille du Soleil ou de tout autre objet. C'est sur ça que c'est basé. Alors, tout cela vient de levées géodésiques, faisant des observations optiques, puis ajustant ces observations géoïdales terrestres avec une composante céleste. Et encore une fois, la meilleure façon d'y penser est la déviation de la verticale. C'est la comparaison de la longitude géodale et de la longitude céleste au même point. Ainsi, toute variation dans le ciel et au sol, puis la réflexion, indiquerait cet inverse, d'accord ? Juste un petit arrêt sur l'équivalence cinématique entre les lois de Newton et la loi de Kepler. Alors, la loi de Kepler était purement empirique lorsqu'elle était énoncée et n'avait aucun fondement théorique.
Kepler a tiré toutes les conclusions à partir de données recueillies à l'œil nu et probablement principalement auprès de Tycho Brahe, de 1546 à 1601. Ces lois étaient donc observationnelles. La plus grande question était, sont-ils conformes aux nouvelles interactions gravitationnelles newtoniennes? Il s'agit donc de la dérivation de la répartition pour le comportement des deux. Lorsque vous dérivez l'un de l'autre, l'équation algébrique annule la masse. C'est la partie importante à laquelle nous voulons prêter attention. Alors, cela vous dit que c'est ainsi qu'il calcule la masse de tous les objets cosmiques. Remarquez, il l'utilise toute la journée pour le résoudre. Mais si l'équivalence cinématique diminue réellement la masse en tant que proportion cinématique, alors nous ne pouvons pas vraiment prédire que c'est la masse qui attire la masse comme objectif principal de cette interaction, n'est-ce pas? C'est intéressant. Si la masse s'annule, elle n'a aucune signification physique et elle n'a littéralement aucune signification. Tout est donc basé sur l'optique. Cela n'a rien à voir avec la gravité newtonienne, la raison pour laquelle les choses dans le ciel font ce qu'elles font. La question particulière ici est la suivante. Comment la Lune de Jupiter orbite-t-elle si parfaitement en suivant la mécanique gravitationnelle newtonienne? Et vous dites que ce n'est pas ça. Ils ont dérivé à rebours l'équivalent cinématique du newtonien de Kepler. Ils ont dit qu'en fait, c'est à cause de cette masse que cela se produit et qu'il n'a jamais fourni la solution dynamique. C'était un autre équivalent cinématique qu'ils ont amené tout le monde à accepter comme une explication dynamique, en gros. Alors voilà, en regardant simplement le facteur d'échelle de covariance, c'est donc ainsi qu'ils prennent une mesure et la mettent à l'échelle de l'univers entier, d'accord? Ils prennent donc la mesure proportionnelle de la métrique et l'appliquent uniformément à tous les composants que le système met à l'échelle de manière cohérente, indépendante et fine. Voici la répartition de la façon dont les mathématiques montrent que les m et la masse s'annulent. Cela commence par le haut, il continue de résoudre l'équation algébrique et vous obtenez ensuite la loi de Kepler dérivée et raffinée. Il est intéressant de noter que c'était observationnel, il n'avait aucun soutien matériel. Alors, ce n'est qu'un élément de l'équivalence cinématique entre géocentricité et héliocentricité. À nouveau, l'essentiel était qu'ils devaient sensibiliser les gens à cette équivalence. Ils ont dû fabriquer cette équivalence, puis amener les gens à se sentir à l'aise en supprimant leur cadre de référence inversé avant de commencer à se visualiser ailleurs que dans le centre de l'univers et de passer rapidement à autre chose, que bien sûr tout le monde sait que ça a été déterminé et que cela peut être dérivé mathématiquement. Et ils prétendront que non, cela ne veut pas dire que la masse ne vaut rien, mais nous savons que cinématiquement, elles n'ont aucune pertinence si elles peuvent être supprimées de l'équation. Et c'est toute l'importance de ce dont nous parlons. Alors nous avons compris qu'ils ont cartographié la Terre avec le ciel sous la forme de lignes géodésiques et astronomiques de latitude et de longitude partout, afin que ça puisse se correspondre et se relier l'un à l'autre. Ensuite, ils pourraient prendre des outils comme l'observation d'une résolution angulaire particulière. Ils peuvent mettre à l'échelle la masse et la distance de cet objet proportionnellement avec le facteur d'échelle covariant post-mise à l'échelle à la distance souhaitée. Ils peuvent littéralement le prendre et le faire glisser et l'univers entier s'agrandit ou se rétrécit à mesure qu'ils prennent ce curseur. Est-ce que tout le monde suit maintenant? Ils ont créé un monde fantastique basé uniquement sur des observations et vous ont dit qu'ils l'avaient prouvé et l'avaient conformé à des équations mathématiques dépassant votre compréhension et qui confirmaient définitivement tout ce que nous disions. C'est là que nous en sommes. J'espère que nous pourrons faire quelques pas en avant, mieux comprendre ce que nous avons glané aujourd'hui et faire progresser notre position et notre argumentation. Merci à tous d'avoir pris le temps. Juste pour terminer avec le résumé final et interpoler correctement et tirer toutes les conclusions que nous voulons tirer. Donc, tout cet exercice a été un bon exemple de dynamique versus cinématique, d'accord? Nous savons toujours qu'il existe des relations cinématiques et des dérivations entre les principes, les concepts et la cinématique décrivant la mesure réelle du mouvement. Et il existe différentes manières de décrire ce mouvement qui dérive toujours de l'autre et reste dans le même pool de facteurs d'échelle de covariance. Ensuite, vous avez la dynamique, qui est ce même mouvement, en faisant des prédictions dans le monde réel avec des forces et des variables réelles, et en faisant des prédictions sur ce mouvement et comment ce mouvement fonctionnera. Alors ils nous ont dit que la loi de la gravitation de Newton était une force dynamique, que c'était en réalité ainsi que les choses fonctionnaient dans la réalité. C'est pourquoi nous devions la suivre. Et il s'avère que ce n'est absolument pas le cas, car on peut en dériver la même chose. Nous pouvons dériver Newton de Kepler, de sorte que la masse qu'il a qualifiée d'essentielle s'annule algébriquement et devienne physiquement dénuée de sens ou cinématiquement équivalente sans signification réelle. Ce que nous avons découvert, c'est qu'ils nous ont menti sur la signification de la masse et sur l'affirmation que la masse attire la masse. Et ils l'ont fait en alignant efficacement la longitude et la latitude géoïdale avec la sphère céleste, puis en veillant à ce que les coordonnées géodésiques se courbent au rythme où Polaris descend de vous.
Littéralement, la courbure de la sphère céleste se manifeste sur la Terre en raison de la manière dont les lignes de longitude ont été tracées. Une fois cela mis en place, ils ont observé le point 0,53 degrés ou seconde d'arc. Et ils ont dit que parce que vous le voyez à cette taille, ils peuvent vous dire que c'est en réalité si loin et si grand. Et ils ont commencé à construire le Soleil, la Lune, d'autres étoiles, et ils vous ont dit quelle était leur taille, à quelle distance ils se trouvaient. Si vous remarquez les moments où ils ont apporté des ajustements à ces changements, ils ont tout changé. Un ajustement de la distance au Soleil nécessiterait une modification de toutes les autres distances proportionnellement mises à l'échelle. Si vous remarquez qu'ils changent quelque chose, ils finissent par changer beaucoup de choses. C'est comme faire glisser une barre coulissante sur votre système et tout évolue proportionnellement. Nous avons donc dû comprendre tout cela pour voir qu'ils nous ont menti en utilisant la métrique de mesure de l'optique puis à une échelle covariante qui était une équivalence mathématique dérivée cinématiquement. Ils ont posé un petit mensonge sur la signification de cette équivalence mathématique. Nous ont dit que ça avait une signification réelle, puis nous avons commencé à construire un système solaire tout autour de nous avec des choses qu'ils ne pouvaient pas prouver, puis un système de systèmes solaires autour de nous avec d'autres choses qu'ils ne pouvaient pas prouver. Et ensuite des galaxies autour de ces systèmes d'autres choses qui n'ont pas pu prouver, tout se basant sur une observation optique du ciel faite par Kepler il y a 400 ans. Les gars, tout le monde doit se réveiller. Ciao.